comparer des étudiants, parce qu'on aime bien ça, on fait ça toute l'année, c'est pas vrai. On a des étudiants Polytech, Polytech, donc eux n'ont pas de mal avec ce genre de truc, bien sûr. En fait, on a des étudiants qui passent un examen rentrée, et puis on leur fait passer un examen, on ne dit pas s'il est similaire ou pas, c'est pas du tout la question ici, on leur fait passer donc un examen en fin de deuxième bac. On observe les résultats, et en fait, on les note et on leur attribue une hiérarchie en fonction du fait qu'ils ont eu des très bons points ou des moins bons points. Ça va? Alors, comment on fait ça? Le premier examen, c'est l'examen X. C'est celui qu'on leur fait passer juste avant d'entrer en Polytech. À l'examen X, l'étudiant A était premier. L'étudiant B était deuxième. L'étudiant C était troisième, etc., etc. Ici, les étudiants sont placés dans l'ordre normal. Ça va? À l'examen Y, par contre, qui est l'examen qu'on leur fait passer en fin de bac, vous voyez que c'est plus A qui est premier, c'est C qui est premier. A est deuxième, B est troisième, F est quatrième, E est cinquième, etc., etc. Ça va? Alors, on vous dit depuis tantôt qu'on va travailler sur des données ordinales, tout ça. Là, vous avez en quelque sorte un ordre. Vous avez un ordre qui est présenté, mais qui n'est pas présenté de manière chiffrée. Alors que, théoriquement, en stats, c'est plutôt des chiffres qu'on a l'habitude d'utiliser, particulièrement avec des logiciels statistiques. Ça va? Donc, les premières choses à faire d'abord, vous avez ici les 6 étapes qui vont vous permettre de réaliser avec succès un gros dossier. Alors, la première chose à faire, c'est reclasser vos données, leur attribuer des notes. Ça va? Comment est-ce que vous feriez ça? Donc, on a ça sous les yeux. A égale 1, B égale 2, C égale 3. Vous pouvez aller plus loin. A égale 1, B égale 2, C égale 3. Pour la première, et puis Ouais. pour Y, on reprend les mêmes nombres. Donc 3, 1, 2. Non, c'est pas ça en fait. On devrait faire 3 C'est pour ça que colonnes. j'explique le truc. Donc une colonne avec A, B, C, D, E, F, G. Oui. Puis une colonne A égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Et puis dans la troisième colonne, le A, il devient 2. C'est ça. Le B, il devient 3. Exactement. Le C, voilà. Alors, c'est un tableau complètement pourri. Donc, on a fait le test avec Mélanie ce matin. Elle s'était perdue dans le truc aussi. Moi, c'est parce que c'est pas la première fois que je le donne, donc maintenant je me souviens que c'est bordel dans ce tableau. Mais en gros, le problème, c'est que ici, on vous dit que A est premier, B est deuxième, C est troisième. Donc ça marche en fait avec l'ordre alphabétique. Et donc vous avez tendance à vous dire que le A représente le 1, et que donc ici, le deuxième est premier, ou je sais pas quoi, un truc du genre. Mais en fait, c'est pour ça que je vous redécrivais le truc. Au premier test, l'étudiant A, on va l'appeler Albert, était premier. Ça va? Au deuxième test, Albert, il n'a que deuxième. Il est pour déçu. Ça va? Par contre, c'est pour plus la mère Bernard, qui était troisième. Au premier test, elle là qui se retrouve troisième. Ça va? Et donc, Claude était troisième, il devient premier. Ça va? Donc effectivement, ta configuration est correcte. Le tableau, ça va être un tableau en 3 colonnes. Une colonne dans laquelle vous allez avoir A, B, C, D, E, F, G, H, qui sont en fait les noms des étudiants. C'est merveilleux parce qu'ils ont tout l'alphabet. C'est vraiment absolument fantastique. Une deuxième colonne dans laquelle vous allez avoir la première note de chacun des étudiants. Et une troisième colonne dans laquelle vous allez avoir la deuxième note de chacun des étudiants. Ça va? Donc c'est un tableau à parier classique, comme ceux sur lesquels on a déjà travaillé avant. Ça va? On va avoir son ordre de Oui, tu vas avoir son ordre, c'est ça, exactement. Vous allez avoir les rangs, pas les notes, pardon. Merci. Exactement. Oui, sinon c'est clair. Mais tu fais bien de le dire parce que j'utilise les mots différemment. Ça va? Donc, ce qu'on va vous demander de faire, c'est effectivement d'abord de classer les différentes données que vous avez là. Ça va? Et puis de calculer les différences, de mettre ces différences au carré, de calculer la somme des différences au carré, et puis de calculer le rho en fait. Ça va? Pour lequel vous allez avoir besoin du n. Le n dans ce cas-ci, il est de combien? Oui, le n ici c'est 12. Ça va? Donc retenez que le n, c'est le nombre de paires de données qu'on a. Okay? Autrement dit, ici en fait c'est le nombre d'étudiants en final. Ça va? Ça revient au même ici. Ça va? Donc on vous laisse faire. On est là si vous avez des questions, des doutes, des angoisses. Mais voilà.
Et on a aussi plein de... Oui, oui, justement, comme ça vous avez toutes les étapes. Ça veut dire effectivement que c'est positif. Ouais, normalement oui, effectivement, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc ça veut dire qu'on a une corrélation positive qui est effectivement pas tellement forte. Ça va? Alors, il faut savoir que ce qu'on va vous demander quand on travaille avec le rho de Spearman, c'est pas seulement de déterminer le coefficient de corrélation, c'est aussi de travailler sur l'inférence à la population. Ok? Alors, comment c'est qu'on fait ça? Eh bien en fait, on va tester, comme on a l'habitude de le faire, une hypothèse nulle. Ça va? L'hypothèse nulle ici, ce sera qu'en fait, le rho est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux. Ça va? Donc, regardez bien Z, les corrélations, moins 1, corrélation parfaite négative, 0, pas de corrélation, plus 1, corrélation parfaite positive. Ça va? Donc le truc que vous ne voulez pas observer, c'est 0, parce que c'est vraiment chiant. Ok? Donc on va tester cette hypothèse nulle, rho égale 0. La question, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde n'est pas trop d'accord. De nouveau, c'est toujours très chouette. Et donc en fait, la méthode que nous, on voudrait que vous utilisiez, c'est celle-ci. C'est celle qu'on applique aux petits échantillons, pour lesquels le n varie entre 5 et 30. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, on va juste aller comparer le rho qu'on a calculé au rho qui se trouve très commodément dans la table du rho. C'est tout. Ça va? Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Il y a deux autres méthodes que vous pouvez appliquer pour inférer le rho à la population. Peu importe le n que vous avez, vous pouvez toujours faire un t de student. C'est ce que les logiciels stats font quand vous leur demandez de faire un rho de Spearman. Okay. Troisième option, calculer une note Z. On ne va pas le faire dans ce cours-ci. Par contre, vous allez devoir travailler sur la note Z dans le cours d'élaborer sur les traités. Ça va? Autrement dit, stat 3, ce qui serait réglé. Ok? Donc, ici, on a notre rho de 0.66. On peut tester l'hypothèse nulle qui dit que rho est égal à 0. On dit qu'il n'y a pas de corrélation. Je consulte la table du rho de Spearman. Une table simplissime, beaucoup plus simple à consulter que ce qu'on a déjà fait avant. La première chose à faire, c'est de fixer votre alpha. Souvenez-vous que dans les cours de stats, approche quantitative et élaboration des traités, on travaille toujours avec un seuil de 0.05. Ça va? On ne travaille que sur celui-là. Une fois que vous avez déterminé le alpha avec lequel vous voulez travailler, il vous suffit d'aller chercher dans la colonne correspondant à votre n, qui ici est de 12, et vous sortez le rho de la table, qui est de 0.51. Ça va? Toujours le même principe, vous le comparez à celui que vous avez calculé. Dans ce cas-ci, le rho qu'on a calculé est supérieur au rho de la table. Donc, toujours le même principe, c'est significatif. Donc, on rejette l'hypothèse nulle et on peut conclure qu'effectivement, il y a une corrélation dans la population. Ce qu'on ne peut pas conclure, c'est quelle est la puissance de cette corrélation. Ça va? Ça, c'est une autre question qu'on se pose dans un autre contexte. Okay? Mais ici, par rapport au rho qu'on a calculé sur notre échantillon, on a le coefficient de corrélation pour notre échantillon et on peut inférer grâce à ce coefficient de corrélation qu'effectivement, il y a une corrélation dans la population. Mais sur laquelle on ne peut pas donner plus de détails. Ça va? C'est ça qu'on vous demande de faire. Est-ce que ça c'est clair? Oui. Et même si celui de la table avait été supérieur à celui calculé. Alors c'est non significatif et il n'y a pas de corrélation dans la population. Ça va? Ok? Alors je vous disais, la deuxième méthode c'est le T, c'est juste pour vous montrer dans une vieille version d'un logiciel statistique que ici, en fait, le logiciel va chercher la probabilité du T qui ici est à 0.02. Donc on voit qu'effectivement, c'est bien significatif. Ça va? Ok pour ça? Est-ce que c'est clair? Oui? Le tableau de Pitts, le rond, on ne l'a pas dans les tableaux. Normalement, c'est parce que je l'ai ici. Et tu l'as sorti de On va regarder. Mais c'est gentil de dire. On va regarder, vous pouvez le trouver ailleurs. Il est dans le livre de Stat 2. Michel, il est dans le livre de Stat 2. Tu l'achètes en fait. Oh,
si tu l'as pas acheté, tu l'as pas alors. Non. Si, je pense que c'est ça, elle avait pas écouté. Ah, c'est pas Oui, Oui, il est disponible en ligne. Ah, il faut aller sur le statut. Ouais. Il n'y a pas besoin de crédit. Mais est-ce que sur l'élaboré à Sophie, on n'avait pas une partie statistique avec les cas? On a aussi la but. Si, à mon avis, tu dois avoir quelque part ce truc-là. Franchement, on n'a pas regardé, il n'y a pas de temps. Ok, donc ça vous allez aller chercher dans... Tablette de spirale. Ou dans les diades de l'eau. Et sur mon Ah bah oui, En fait, De toute façon, on ne va pas vous mettre des trucs... il n'est pas Faut que je mette syllabus top 2.